Et on parle à présent des marchés émergents avec Bruno Vanier, le président de Gemway Assets, qui est à mes côtés en plateau. Bonjour et bienvenue Bruno. Bonjour. Merci d'être là. Alors les marchés émergents dans leur ensemble, l'Asie en particulier, qui ont très bien commencé l'année. Je crois que ce sont les indices qui signent parmi les meilleures performances year to date, comme on dit, depuis le 1er janvier. Je ne sais pas s'il y a d'ailleurs du Wall Street Bets derrière tout ça, dans ces marchés émergents. Mais que vous inspire la situation, le démarrage de ces marchés émergents dans le sillage des performances déjà enregistrées au cours de l'année 2020, c'est une continuité de ce point de vue. On a eu quand même de très belles performances en 2020, notamment depuis mars 2020. Et c'est vrai qu'on démarre en fanfare cette année, avec un peu plus de volatilité quand même. Rappelez-vous, la semaine dernière, on a eu quand même pas mal de baisses et de fortes remontées depuis le début de cette semaine. Au final, on est en hausse de 10%, quasiment en euros, un peu plus en tout cas pour nos fonds. Depuis le début de l'année, ce qui est quand même assez exceptionnel. Ça va très très vite. Ouais. Et il y a une participation, je dois dire, importante de la part d'investisseurs, soit domestiques. Il y a eu beaucoup de lancements en Chine de fonds, par exemple, de fonds d'investissement, souscrits par ce qu'on appelle le retail investor typique. Des particuliers. Des particuliers, absolument, c'est ça. Oui. Et ça alimente bien sûr la hausse, notamment la hausse à Hong Kong, puisque ces investisseurs investissent dans des fonds qui vont investir cet argent, ces renminbi chinois, à Hong Kong via le Connect. Donc ça, c'est assez intéressant de le remarquer. Par ailleurs, les investisseurs globaux, internationaux, qui ont été très longtemps sous-pondérés les marchés émergents quand même, on estime qu'ils le sont encore du reste, eux, depuis octobre dernier, ne demandent pas. Toutes les semaines, ce sont des flux positifs qui rentrent sur cette classe d'actifs. Au final, depuis octobre, c'est à peu près 75 milliards de dollars de la part d'investisseurs globaux sur les marchés émergents. Et ça se compare, ce chiffre-là se compare à les flux entrants qu'on a eus en 2017 et 2018 ensemble. C'est-à-dire qu'en 4 mois, on a fait mieux que 2 ans. Est-ce que vous diriez que c'est de la hot money, comme on l'appelle parfois dans vos métiers? Est-ce que ça renforce l'intensité spéculative autour de ces marchés? La dernière fois que vous êtes venu, c'était en fin d'année dernière, avec évidemment des performances stratosphériques impressionnantes pour vos fonds, mais vous disiez à l'époque, voilà, au regard quand même du consensus très positif désormais sur les marchés émergents et notamment sur la Chine, on préfère peut-être être un peu moins exposé que ce qu'on a pu être. C'est vrai, du reste, en termes d'allocation d'actifs, ça nous a un peu affecté, parce qu'en fait, le marché chinois est reparti très fortement. Heureusement, on avait une bonne sélection de titres qui nous permet de largement compenser. Mais au final, c'est vrai qu'on est un peu dans un environnement spéculatif. Et comment on le mesure, toujours difficile bien sûr à mesurer, la participation des particuliers, à mesure qu'elle est à un niveau assez élevé, est un signe de spéculation à court terme. On devrait avoir un peu plus de volatilité ce trimestre. N'oublions quand même pas, néanmoins, qu'il y a des fondamentaux économiques et d'entreprises qui sont très très bons. Et, clairement, ça soutient bien sûr les marchés, ça soutient également les flux d'investisseurs globaux vers ces marchés émergents. Vous êtes historiquement très tech. On trouve des grands de la tech dans les marchés émergents, à commencer par l'Asie, bien sûr, la Chine, mais également les satellites autour, Taïwan, la Corée du Sud. Bien sûr, on pourra en reparler, Bruno, mais est-ce qu'il y a quand même l'idée, quand on est investisseur émergent, de jouer le rattrapage, le retard des losers ou de ceux qui ont le plus subi la pandémie en matière économique, en matière opérationnelle? Est-ce que c'est un trade que vous avez envie de mettre en place pour 2021? Et figurez-vous que, rappelez-vous, le début novembre, le 6 novembre, on annonce le vaccin. Là, la bourse se retourne complètement. On se dit, voilà, le vaccin est là, 2020, tout le monde est vacciné en 2021. Le trade, c'est il faut acheter les Covid losers par rapport aux Covid winners. Et il y a une grosse rotation, bien sûr, en novembre, y compris sur la première moitié de décembre. Aujourd'hui, et de fait, on voit cette rotation s'est largement calmée quand même depuis mi-décembre. Et pourquoi? Parce qu'on commence à s'apercevoir que même si on a des vaccins, même pas un, mais des vaccins, c'est pas aussi simple de vacciner. On le voit en France, mais c'est vrai partout ailleurs. Enfin, pas tout à fait partout, mais dans la plupart des pays. Et donc, au lieu d'avoir une reprise synchrone qui aurait été le résultat d'une vaccination massive et complète, on risque d'avoir une reprise plus séquentielle quelque part, quoi. Donc, et là, l'effet cyclique est moins fort, indéniablement. Donc, la rotation vers la value, vers les cycliques, est moins évidente.
Ce qui n'empêche pas, au cas par cas, bien sûr, de trouver des histoires extrêmement intéressantes dans ces secteurs-là. Nous, au final, on se dit que les marchés qui ont bien fonctionné l'année dernière, comme l'Asie du Nord, eh bien, elles restent aujourd'hui dans une situation extrêmement favorable. D'une part parce que la Covid est bien maîtrisée, quand même si on a eu une reprise un peu des cas en Chine, c'est rien du tout, quasiment, à la taille de la population. Qu'on s'apprête à vacciner massivement, ça va arriver de manière très, très massive dans ces pays. Et que ces pays-là, ils sont riches, ils ont moins de problèmes de Covid et ils vont vacciner plus vite que les autres. Donc, clairement, ils risquent d'être en avance, encore une fois, dans la reprise séquentielle mondiale. Et ça veut dire que la valorisation des Covid winners, par exemple, n'est pas encore un sujet à ce stade. Je sais pas, on a vu Tencent qui approchait le trillion de dollars, je crois, de market cap, de capitalisation boursière. On parle beaucoup des semi-conducteurs aussi, très présents dans les marchés asiatiques. Ça veut dire qu'on n'est pas encore... Il y a encore du vent dans les voiles pour ces entreprises-là. La valorisation de ces grands titres-là est élevée, notamment pour Tencent, mais elle n'est pas stratosphérique encore, je dois dire. Et je pense que la société va sortir ses résultats début mars. Je pense qu'on va avoir de très très bons chiffres. Alibaba, qui est un peu moins élevé en termes de valorisation, compte tenu des sujets ou des petites incertitudes qu'il y a eu sur le titre et sur Jack Ma au cours des derniers mois, a une valorisation qui est plutôt basse. Ces résultats qui ont été annoncés hier étaient quand même assez satisfaisants, pas stratosphériques encore une fois, mais étaient satisfaisants. Au regard de la croissance attendue, le titre est à un niveau de valorisation tout à fait raisonnable. Après, il y a un peu d'incertitude de réglementation notamment avec la loi antitrust en Chine, qui fait qu'on est un peu plus prudent sur ces titres-là. Mais rien qui nous fait dire il faut les vendre, il faut sortir, pas du tout. Non. Alors, à propos de réglementation, tiens, c'est intéressant. On suit avec vous l'affaire Ant Financial, je rappelle, donc le bras armé financier d'Alibaba, l'application Alipay et beaucoup d'autres activités qui sont regroupées chez Ant Financial. L'introduction en bourse s'abordait il y a quelques mois par les autorités réglementaires chinoises 2 jours avant, parce que Jack Ma est tombé en disgrâce du pouvoir. Je vois quand même, alors aujourd'hui c'est Bloomberg qui nous rapporte que Ant Financial est en train de trouver un compromis avec les autorités chinoises sur la manière de gérer ses participations dans différentes sociétés. Ils ont trouvé un compromis également pour réorganiser leurs activités de crédit à la consommation, qui avait été pointé du doigt justement au moment de l'introduction en bourse. Est-ce que finalement les accords sont en train d'arriver beaucoup plus vite que prévu avec les autorités chinoises, qui laissent entrevoir la possibilité pour Ant Financial de revenir en bourse, ou en tout cas de s'introduire en bourse peut-être plus rapidement que ce qu'on pouvait imaginer. On s'est dit à l'époque, on va attendre un an avant qu'on les revoie. C'est possible que ça arrive beaucoup plus tôt. Alors bien sûr, le périmètre ne sera pas exactement le même. Rappelez-vous, à l'époque, on parlait de 320 milliards de dollars de capitalisation boursière. Donc le périmètre aujourd'hui sera moins élevé, mais ce sera quand même des chiffres assez importants. Ce sera au moins 150 milliards de dollars, je pense. Mais ça veut dire qu'il y a une volonté quand même, y compris de la part des autorités de régulation, de ne pas franchir de lignes rouges par rapport à la situation de ces grands groupes. Ça, c'est important de le préciser. On voit bien. On a dit à l'époque, ces Jack Ma, ces Polima vont tomber en disgrâce par rapport à l'État. Même Alibaba va être démantelé. Enfin, on a lu tout et n'importe quoi, mais comme à chaque fois. Ça ne va pas être le cas. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. J'ajouterais que sur le périmètre de Ant Financial, notamment le crédit à la consommation, je pense que les autorités financières chinoises sont très rigoureuses là-dessus. Donc, clairement, elles ne vont pas laisser passer des activités qui seraient un peu en dehors de leur périmètre de réglementation. Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? C'est sûr que c'est une entorse quelque part au capitalisme d'une certaine manière, mais ça permet peut-être d'éviter des excès qu'on a pu avoir dans le passé, qui nous ont quand même laissé des lendemains qui pleuraient quand même. À propos des fintech chinoises, Ant Financial étant la plus grande fintech du monde peut-être aujourd'hui, je notais que ByteDance, donc la maison mère du célèbre TikTok,
le réseau social de vidéos courtes, alors qu'on utilise à travers le monde. Et puis il a un autre nom, je crois, en Chine, Douyin, lance son application de paiement pour aller challenger donc Alipay d'Alibaba et WeChat de Tencent. Il y a de la place pour 3 sur ce marché. Dans le e-commerce, dans le e-commerce, rappelez-vous, il y a Alibaba qui est de 75% des ventes en ligne. Il y a JD.com qui doit faire 23%, et puis après il y a des VIP shops qui sont tout petits, et depuis 2015 il y a un nouveau qui s'appelle Pinduoduo, qui aujourd'hui capitalise à 214 milliards de dollars en bourse, et coté uniquement à New York de fait. Donc cette société a été lancée en 2015, c'est-à-dire il y a 6 ans, quoi. Donc tout est possible. Je suis pas sûr qu'Amazon, lancé en 95, valait 200 à dollars de capitalisation. Je ne sais pas si ça ira à 2 trillions de dollars. Bien sûr, seul l'avenir le dira. Cette société perd encore de l'argent, mais finalement, les perspectives paraissent intéressantes. Donc, dans la partie FinTech, bien sûr, qu'il y a de la place pour un troisième. Et la concurrence est très dure, même si, effectivement, on a quand même deux groupes qui sont leaders, Alibaba d'un côté et Tencent de l'autre. Bon. Et ils accepteront l'émergence d'un troisième, ces groupes, ce duopole, ils n'auront pas le choix. Ils ne sont pas d'accord, c'est sûr, ils sont pas contents, mais ils n'ont pas le choix, c'est tout, quoi. Donc, et clairement, la loi antitrust va dans ce sens-là. Et ça, pour le coup, on peut que s'en réjouir d'une certaine manière. C'est vrai que ce qui peut nous énerver dans le capitalisme, c'est les monopoles. Les monopoles, ça tue la concurrence, ça tue l'initiative. Quand on en arrive là, il y a un problème. Donc cette loi permet d'éviter ces écueils. Merci beaucoup Bruno. Merci d'avoir été avec nous en plateau pour évoquer la situation des marchés émergents, l'actualité des marchés émergents. Bruno Vanier, le président de GEMWay Assets, avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.